Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. Dans l'épisode précédent, il fallait retrouver l'espèce exotique envahissante parmi les choix suivants. Le muscardin, le rat musqué et la martre des pins. La bonne réponse est le rat musqué. Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au XXe siècle, principalement pour sa fourrure. Le muscardin est quant à lui une espèce protégée. Et la martre des pins est bien indigène et elle a également le statut d'espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Association Triskel, bonjour. Bonjour, je vous ai déjà écrit un SMS, mais je vous appelle quand même parce que je suis assez inquiet. Face à la situation, j'entends des bruits dans mon grenier et je pense que c'est un petit oiseau qui y est coincé. J'ai l'impression que c'est plutôt une chouette ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr. Je vous ai envoyé un enregistrement du chant de l'oiseau, peut-être que ça vous aidera à l'identifier. Ah oui, j'ai bien reçu votre SMS. J'ai justement transmis l'enregistrement à une de nos bénévoles qui s'y connaît très bien en chant d'oiseaux. Et je viens d'avoir sa réponse. Elle me dit que c'est une chevêche d'Athéna. C'est effectivement un petit rapace nocturne, ou plus exactement crépusculaire. Le plus petit rapace qui soit installé en Bretagne. J'ai bien peur qu'il soit coincé. Eh bien, c'est possible. De la même manière que c'est possible que l'oiseau ait trouvé un petit trou pour se faufiler à l'intérieur pour nicher. Étant donné son petit gabarit, il arriverait à ressortir. Il faudrait vérifier s'il y a du passage, s'il fait des allers-retours ou non. Je pencherai d'ailleurs plutôt pour la deuxième hypothèse, puisque notre bénévole a précisé qu'il ne s'agit probablement pas d'un cri de détresse que l'on entend. Bon, et dans ce cas-là, je dois le laisser là où il est ou pas ? S'il s'avère qu'il est coincé, vous pouvez vous rendre sur les lieux pour le libérer, puis l'amener dans un centre de soins s'il est blessé ou affaibli. Sinon, il vaut mieux le laisser là, d'autant plus qu'il y a peut-être une nichée. Oui, il ne faudrait pas le déranger. Le problème, c'est que moi je n'ai pas accès à ce grenier, comme je ne loue pas cette partie de la maison. Mais le proprio, oui, il vient en général à la fin du printemps. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il avait détruit un nid d'hirondelles qui s'était installé dans ce même grenier. Alors je ne voudrais pas qu'il trouve cette chevêche et qu'elle subisse le même traitement. Ah oui, il n'y va pas de main morte. C'est interdit par le code de l'environnement, vous savez. Comme les hirondelles sont des espèces protégées, la chevêche d'Athéna bénéficie également de ce statut. Donc si le propriétaire menace de détruire le nid, vous pouvez appeler l'Office française de la biodiversité. La police de l'environnement a justement pour but d'assurer la protection de ces espèces. Et si la chevêche est bel et bien prisonnière, vous pouvez faire appel aux pompiers pour qu'ils interviennent. Merci beaucoup. J'espère que l'oiseau sera parti avant l'arrivée du proprio, mais sinon je ne me gênerai pas pour appeler l'OFB. Il y en a marre qu'ils s'en prennent à ces petites bêtes. Vous avez bien raison. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, je vous tiendrai au courant de la suite. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre expert, Bonjour. un juriste, Bonjour. une représentante d'une association de protection du bien-être animal. Bonjour. Nous allons évoquer des problématiques liées à la protection de la faune sauvage libre et notamment le rôle que joue l'OFB, Office français de la biodiversité. Alors on va commencer par discuter du statut juridique des animaux sauvages qui est assez paradoxal. Est-ce que notre expert pourrait nous rappeler ce statut ? Les animaux sauvages libres sont différenciés des animaux domestiques et des animaux sauvages captifs, comme dans les zoos par exemple. Les animaux domestiques et captifs relèvent du régime des biens. Ce n'est pas le cas des animaux sauvages libres qui ne bénéficient d'aucun statut, mis à part le code de la chasse ou encore pour les animaux protégés dans le code de l'environnement. Comment peut-on expliquer cette différence de considération ? À mon sens, ce vide juridique est complètement absurde. Il est indéniable qu'il y a des interactions et des contacts entre les humains et la faune sauvage libre. Alors je ne comprends pas pourquoi ces interactions ne sont pas régulées et prises en compte par la loi. De toute manière, ça n'est pas si simple de changer la loi. Il faut que ça soit décidé par les législateurs, donc les députés et les sénateurs. Dans certains cas, la simple décision d'un juge peut faire jurisprudence. Alors on se base dessus pour rendre un verdict dans les futurs cas similaires. Mais là, ça chamboulerait vraiment tout si on changeait ce principe de départ. Parce qu'en fait, cette reconnaissance dans le régime des biens est accordée aux animaux seulement parce qu'ils sont la propriété de quelqu'un, ce qui n'est pas le cas des animaux sauvages libres. Donc il faut posséder quelque chose pour que cela existe. J'ai un peu du mal avec cette logique capitaliste. Mais alors est-ce que par exemple les animaux sauvages libres ne pourraient pas être la propriété de l'État pour avoir une garantie juridique ?
ça ne me semble pas vraiment d'actualité, parce que ça impliquerait beaucoup de responsabilités de la part de l'État. Et ça veut aussi dire reconnaître la sensibilité de tous les animaux, ce qui pose d'autres questions. Vous voulez dire qu'on reconnaît la sensibilité d'un chien, mais pas d'un renard. Pourtant, ils ont beaucoup de points communs, n'est-ce pas? Dans un sens, ça serait peut-être plus logique d'au moins reconnaître les animaux sauvages libres comme êtres vivants doués d'une sensibilité, mais alors dans ce cas-là, qu'en est-il de la chasse? Est-ce toujours acceptable de tirer sur ces animaux, dont on a reconnu la sensibilité? Or, le lobby de la chasse est assez puissant, donc ça m'étonnerait qu'il laisse passer ça. Sans compter que les personnes ayant un rapport avec la chasse sont surreprésentées au sein des décideurs politiques. Ça prouverait bien de l'aberration de la chasse, oui. Un chevreuil dans un parc zoologique est sensible, mais pas un chevreuil sauvage. Ils ont pourtant les mêmes capacités cognitives, donc je ne vois pas bien ce qui est différent. Oui, mais bon, on ne peut pas non plus reconnaître une sensibilité à tous les animaux sauvages libres. Ça serait ridicule. Tout le monde a déjà écrasé une fourmi. Enfin, pour l'instant, il est possible de torturer un blaireau sans aucune conséquence, sous prétexte qu'il est sauvage et pourrait occasionner des dégâts. Et puis ce n'est pas si impensable que ça, puisque la Nouvelle-Zélande l'a fait en 2019. La violence perpétrée sur les animaux n'est-elle pas aussi révélatrice et grave que celle perpétrée sur des êtres humains? Un compromis serait par exemple de se baser sur les travaux scientifiques pour déterminer quels animaux sont capables de ressentir la douleur et alors de leur accorder une sensibilité. Par exemple, il y a quelque temps, la sensibilité des poissons n'était pas une réelle préoccupation, mais des études ont récemment prouvé qu'ils peuvent ressentir la douleur et la peur. Je vois, c'est donc une question assez complexe. Mais pour répondre à certaines problématiques, il existe bien le statut d'espèce protégée, non? Oui, le statut d'espèce protégée permet de poser un cadre et des sanctions en cas de non-respect. C'est notamment l'OFB qui en est en charge. Elle intervient par exemple pour des cas de piégeage ou de braconnage et des amendes, voire peines de prison, peuvent être distribuées. Pourtant, je ne pense pas que ce soit suffisant, pour deux raisons. Quand on parle d'espèces protégées, il n'est pas question des individus. C'est dans un objectif de conservation de l'espèce et de sa population. Or, pour agir face à la maltraitance des animaux sauvages, il me semble qu'il faut intégrer cette notion d'individu. Et puis, certes, il y a des sanctions, mais elles sont peu appliquées dans les faits. Déjà, il faut retrouver les auteurs, et même lorsqu'il y a un procès, dans les cas précis d'atteinte à une espèce protégée, il existe un impératif de l'élément moral. Donc, nul ne doit ignorer la loi, comme on dit, mais dans le cas de la faune sauvage, si on ne savait pas, on est acquitté. En effet, il y a très peu de cas où cet impératif moral s'applique pour ce qui est des délits. La plupart du temps, on part du principe que les citoyens connaissent la loi. Mais là, il faut, en plus du délit, prouver une intention de nuire, ce qui n'est vraiment pas évident. Il y a encore des progrès à faire concernant la protection de la faune sauvage, alors. Merci à tous pour votre participation et on se retrouve dans un mois pour un nouveau débat. Alors voilà ce que l'on peut retenir de cet épisode. Il est important de se renseigner sur la liste des espèces protégées afin de pouvoir intervenir en cas d'atteinte. Si vous êtes témoin de capture ou de destruction d'un animal protégé ou de son habitat, vous devez appeler l'OFB, Office français de la biodiversité, pour que la police de l'environnement puisse intervenir. Malgré tout, le statut des animaux sauvages est précaire, puisque les sanctions sont plutôt rares concernant les espèces protégées, et pour les autres espèces, elles sont livrées à la cruauté humaine sans aucune garantie juridique. Passons maintenant à la question de cet épisode. À votre avis, quelle est la sanction encourue pour atteinte à une espèce protégée? 50 000 € d'amende et 3 mois d'emprisonnement, 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement ou 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement? Vous pouvez y répondre dans les commentaires. Si cette vidéo t'a intéressé, tu souhaites sûrement en apprendre plus sur la faune sauvage et comment la protéger. Alors nous te proposons de suivre une formation en ligne de 2 heures avec de précieux conseils pour venir en aide à un animal sauvage en détresse. Cette formation Les bons gestes aura lieu le jeudi 27 juin à 18 h. Pour t'inscrire ou avoir plus de renseignements, le lien est dans la barre de description. La vidéo t'a plu? Laisse un pouce bleu et un commentaire. Et si tu en veux plus, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.